on va balayer un petit peu toutes les problématiques qui peuvent être liées à l'e-merchandising et vous proposer des clés pour l'optimiser. Donc, si jamais vous avez des questions au cours du webinar, n'hésitez pas à les poser. Il y a Nicolas qui est là, il vous répondra sur le chat en même temps. Et du coup, ce que je disais également, c'est s'il y a des problèmes de son, d'image, n'hésitez pas à me le signaler. On a quelques soucis de connexion, donc on va peut-être être obligé de figer la vidéo. Enfin voilà, n'hésitez pas à me le dire. Donc je vais rapidement me présenter. Donc, je m'appelle Anne-Sophie, je travaille pour une agence qui s'appelle Web Transition, qui est spécialisée et qui traite un peu toutes les problématiques qui sont liées au e-commerce et qui traite plus spécialement les problématiques de merch, de search et de personnalisation. Donc, on est une trentaine de consultants à l'agence. On accompagne nos clients le plus souvent en régie et le plus souvent, ce sont des retailers ou des pure players. Donc la slide suivante en fait présente un petit peu donc les 3 domaines de spécialisation dont je viens de vous parler. Donc je vais pas vous la lire, je vous la laisserai lire. Je laisserai lire la slide une fois que le support sera dispo. Sachez juste en fait qu'on travaille essentiellement à l'amélioration du taux de conversion en optimisant ou en mettant en place différents outils métiers. Donc aujourd'hui on va parler vraiment spécifiquement du merch. Sachez qu'il y a eu un webinar sur le search qui a été fait la semaine dernière par Nicolas, justement. Donc, vous pouvez le retrouver sur la chaîne Web Transition. N'hésitez pas à vous y abonner. Et il y a également un webinar sur la personnalisation qui est prévu. Je crois que c'est le 24 juin. Donc, pareil, vous pouvez vous inscrire au webinar pour en savoir plus sur la perso. En fait, on va... Ah, le son saccade. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Je vais figer la vidéo. Est-ce que vous m'entendez mieux en laissant la vidéo figée? Bon, ok. Bon, on va faire comme ça alors. Ouais, c'est bon. J'attends juste les retours. Bon, ok. Bon, bah, si c'est beaucoup mieux, on va faire comme ça. Donc, oui, ce que je disais, c'est qu'il y a un webinar sur la perso qui est prévu dans quelques semaines. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner. Alors, au sommaire aujourd'hui, donc on va évidemment parler du merch et faire une brève introduction au merch. Et on va également parler de sujets qui sont directement liés au merch, à savoir la navigation, le moteur de recherche, le ranking et la personnalisation. Donc la personnalisation, on va vraiment aborder la personnalisation, mais rapidement. Le webinar du 24 juin sera beaucoup plus précis là-dessus. Alors, pour l'introduction au merch, donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est que le merch est né avec la grande surface. Et en fait, l'e-merch, c'est son pendant sur le web qui est né, lui, avec le e-commerce. Pour la petite définition, on parle du merch quand on parle de l'ensemble des techniques qui visent à maximiser les ventes en améliorant la présentation du produit ou du service. Donc, dans un seul but, c'est déclencher l'achat des visiteurs, mais aussi guider, renseigner avant l'achat. Alors, c'est Charles Kepner, dans les années 50, qui a défini les bases du merchandising. Pour lui, en fait, le merch devait répondre à 5 grandes questions, à savoir proposer le bon produit. Donc là, on va retrouver en fait la notion d'assortiment. Au bon endroit, donc sur le web, ça peut être en page liste, ça peut être dans une zone d'upsell, par exemple. Au bon moment, là, on va retrouver la notion de saisonnalité. Évidemment, on ne vend pas la même chose en été ou en hiver. Aussi, la notion d'opportunité. Donc, on sait très bien qu'il y a des grosses périodes de vente, comme les soldes, Noël, etc.
au bon prix, c'est-à-dire le prix qui va à la fois être accepté par le consommateur et qui va également permettre aux commerçants de dégager suffisamment de marge, et à la bonne quantité. Donc là, on retrouve la notion de disponibilité, celle-ci étant très importante en e-commerce. Celle-ci étant très importante en e-commerce. On peut également ajouter un 6e B qui serait avec la bonne information, c'est-à-dire que tout ce qui peut renseigner ou aider le client à faire son achat. Donc évidemment, en magasin, on a le vendeur, mais sur Internet, on peut retrouver des guides d'achat, des avis utilisateurs ou même les facettes qui sont un outil qui aide le client à faire son choix. Alors, pourquoi ce webinaire? En fait, ce dont je viens de vous parler, finalement, ça n'a rien d'exceptionnel. On a tous plus ou moins la notion du bon produit au bon endroit, etc. Pourtant, on s'est quand même rendu compte que beaucoup de nos clients dépensaient soit beaucoup d'argent pour faire, par exemple, de la génération de trafic, ou alors passaient beaucoup de temps sur la mise en avant de leurs offres commerciales. Et en fait, il y en a qui passaient peu de temps sur le merch. Et en fait, quand on regarde les zones de business, qu'on voit ici sur cette slide, alors ici, on a les zones d'opération commerciale, la barre de navigation et le moteur de recherche. Et quand on se penche un petit peu sur les chiffres, en fait, on s'aperçoit que ces zones d'opération commerciale, il y a peut-être un souci. Ça saccade encore. Alors, j'attends juste. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est mieux? Je vous laisse me dire si le son est plus court. Je vous laisse me dire si le son est plus correct maintenant, sinon c'est un peu gênant. Bon, ok. Du coup, je vais reprendre. Donc, je parlais donc des zones d'opération commerciale sur lesquelles les clients passent beaucoup de temps. Et en fait, quand on regarde, quand on se penche un petit peu sur les chiffres, on se rend compte que celles-ci ne génèrent, entre guillemets, que 5 à 20% du chiffre d'affaires du site. Donc, bien sûr, ce sont des moyennes. Mais quand on regarde, par exemple, le CA généré par le moteur de recherche, on se rend compte que c'est entre 15 et 30%, et ça monte à entre 45 et chiffre d'affaires du site. Donc, bien sûr, ce sont des moyennes. Mais quand on regarde, par exemple, le CA généré par le moteur de recherche, on se rend compte que c'est entre 15 et 30%, et ça monte à entre 45 et 60% pour la barre de navigation. Donc évidemment, ça vaut le coup quand même de se pencher un peu sur ces sujets quand on voit ces chiffres-là. Alors je vais maintenant passer au premier vrai chapitre de ce webinaire, à savoir la navigation. En fait, il y a pas mal de questions qu'on peut se poser autour de la navigation et de l'arborescence, à savoir comment celle-ci est-elle construite, quelles sont les attentes du client, comment est-ce que celui-ci navigue sur le site, comment lui faciliter la vie, comment également est structuré le catalogue produit. En fait, il y a vraiment... Ah, il y a des coupures. Bon. En fait, il y a vraiment... Ah, il y a des coupures. Bon.
Alors attendez, j'essaye de trouver une solution. Bon, je vais essayer de continuer comme ça parce que j'ai pas tellement de. J'ai déjà figé la vidéo. Alors, ce que j'allais dire, c'est la première règle pour penser la navigation, c'est surtout de faire simple et de. Alors, ce que j'allais dire, c'est la première règle pour penser la navigation, c'est surtout de faire simple et de faire en sorte de ne pas perdre le client, de lui faciliter la vie et de faire en sorte que le client en fait trouve le produit qu'il est venu chercher et que le produit ne se retrouve pas en fait perdu au fond d'une page liste sur laquelle personne ne va jamais. Donc pour ça, il y a quelques techniques. Donc je vous ai mis des exemples à la suite. Donc ici, on a l'exemple d'H&M. Donc on voit une arborescence plutôt structurée. Et on voit également qu'un même produit peut se retrouver dans plusieurs catégories. En fait, il y a plusieurs clés d'entrée pour le produit. Bon, c'est mieux niveau son, ok. Donc une robe, par exemple, peut se retrouver à la fois catégorie. En fait, il y a plusieurs clés d'entrée pour le produit. Bon, c'est mieux niveau son, ok. Donc une robe, par exemple, peut se retrouver à la fois dans la catégorie robe, ici, mais elle peut également se retrouver dans robe le guide, où là, ça va être davantage un guide d'achat, et également dans défilé d'été, où là, ça s'apparente davantage à un lookbook. Un autre exemple ici avec Decathlon. Donc eux, ils ont une arborescence également très structurée, très aérée et surtout très claire. En fait, il y a des entrées par menu selon les différents sports proposés. Et ensuite, des catégories et des sous-catégories. Et ce qui est assez malin chez eux à voir, c'est qu'ils ont choisi de mettre des pictos. Bah, tout simplement parce qu'en fait, l'image parle beaucoup plus que le mot qui est à côté. Des catégories et des sous-catégories. Et ce qui est assez malin chez eux à voir, c'est qu'ils ont choisi de mettre des pictos. Bah, tout simplement parce qu'en fait, l'image parle beaucoup plus que le mot qui est à côté. Enfin, c'est plus facilement identifiable en fait par le client. Donc, c'est plutôt malin de leur part. Après, il faut quand même garder en tête, je parlais des menus, catégories, sous-catégories. Il faut quand même garder en tête que le produit doit rester accessible en moins de 3 clics. Donc, c'est pas une règle gravée dans le marbre. Mais c'est une règle qu'il faut se fixer. On passe ensuite à l'exemple d'Etam. Et en fait, cet exemple permet de vous parler des termes qui sont employés dans l'arborescence. On voit ici Etam étant un site plutôt grand public et accessible à une typologie de clients qui peut être très variée. Donc, des termes qui sont employés dans l'arborescence. On voit ici Etam étant un site plutôt grand public et accessible à une typologie de clients qui peut être très variée. Donc du coup, il faut vraiment que les termes employés soient compréhensibles par tout le monde. Il faut vraiment éviter le jargon technique, à part vraiment si on est sur un site ultra spécialisé, où là du coup on peut évidemment se permettre d'employer des termes un peu plus techniques. Mais sinon, il faut vraiment préférer les termes qui sont facilement assimilables par tout le monde.
Un exemple, dans le prêt-à-porter masculin, certaines marques parlent de slack pour désigner un pantalon chino un peu décontracté. Typiquement, slack, c'est pas un terme qui est compris par tout le monde. Donc, c'est important de presque vulgariser un petit peu l'arborescence pour qu'elle soit pas compliquée à comprendre. L'arborescence peu décontracté. Typiquement, slack, c'est pas un terme qui est compris par tout le monde. Donc, c'est important de presque vulgariser un petit peu l'arborescence pour qu'elle soit pas compliquée à comprendre. L'arborescence, on peut également, il faut d'ailleurs également la mettre à jour régulièrement en fonction de la saisonnalité, par exemple. Par exemple, pour un site pour Etam, on imagine qu'à l'approche de la saison estivale, évidemment, les maillots de bain vont remonter dans l'arborescence. On peut également la mettre à jour suivant ce que les autres sites concurrents font. Ou même suivant les termes qui sont tapés dans le moteur de recherche. Par exemple, en ce moment, pour les femmes, les combinaisons sont assez à la mode. Donc, on peut très bien imaginer rajouter ce terme combinaison dans l'arborescence. Alors, on a ici un exemple avec Amazon. Donc, on peut très bien imaginer rajouter ce terme combinaison dans l'arborescence. Alors, on a ici un exemple avec Amazon. Et en fait, ça me permet d'illustrer la complexité de sites qui peuvent avoir des gammes très très larges. Donc, c'est le cas d'Amazon qui vend des produits vraiment très diversifiés. Et pour chaque catégorie de produits, il y a encore une offre qui est extrêmement vaste. Donc, l'offre est assez complexe. Donc, la navigation s'en trouve également complexe. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà été voir un petit peu comment était faite la navigation d'Amazon, mais en fait, c'est vraiment des menus, des catégories, des sous-catégories, etc. C'est vraiment très étagé. Et le fait d'avoir une offre très vaste comme ça crée également des difficultés dans les pages listes, parce qu'on a des gammes qui sont absolument hyper, etc. C'est vraiment très étagé. Le fait d'avoir une offre très vaste comme ça crée également des difficultés dans les pages listes, parce qu'on a des gammes qui sont absolument hypertrophiées. Il peut y avoir des doublons dans la gamme, et il peut également y avoir des difficultés à expliquer la gamme au client. Le client est un peu perdu. Typiquement, quand on recherche, par exemple, une cafetière filtre dans la navigation d'Amazon, on se retrouve encore avec quasiment 1600 produits. Donc, ça facilite pas la vie du client. Ce qui peut en revanche l'aider un petit peu, c'est les facettes qui se trouvent là en bas à gauche de la capture. L'objectif des facettes, c'est vraiment d'affiner la recherche du client. Il y a un autre exemple ici avec Camailleux, où on voit là que le client peut filtrer par coupe, par couleur, par taille, par prix. Donc, c'est vraiment pratique. Quand le client cherche un produit, qu'il a un produit. Un autre exemple ici avec Camailleux, où on voit là que le client peut filtrer par coupe, par couleur, par taille, par prix. Donc, c'est vraiment pratique. Quand le client cherche un produit, qu'il a un produit bien précis en tête, en fait, il peut filtrer. Et plutôt que de se retrouver face à 500 produits dont il n'y en a pas la moitié qui l'intéresse, on a des produits qui sont plus pertinents pour lui. Alors, je vais maintenant passer au chapitre sur le moteur de recherche. Alors, quelques chiffres d'abord pour commencer ce sujet-là. Il faut savoir que 73% des visiteurs quittent le site au bout de 2 minutes s'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Donc, c'est assez frappant comme chiffre. En fait, les visiteurs sont impatients ou n'ont pas forcément le temps. Donc, ils vont très rapidement voir ailleurs si le site ne leur offre pas ce qu'ils cherchent ou ce qu'ils désirent. En fait, les visiteurs sont impatients ou n'ont pas forcément le temps. Donc, ils vont très rapidement voir ailleurs si le site ne leur offre pas ce qu'ils cherchent ou ce qu'ils désirent. Il faut savoir également qu'il y a 27%, donc quasiment 30% des clients qui démarrent leur navigation sur un site par le moteur de recherche. Typiquement, sur un site comme Amazon, je pense qu'on a tous déjà acheté un produit sur Amazon.
quand on cherche un produit, on tape directement dans le moteur de recherche, on va absolument pas ou très rarement dans la navigation. Et il faut savoir également que le taux de conversion lié à ce moteur de recherche est jusqu'à 3 fois plus élevé qu'une descente de produits classiques. Donc encore une fois, ça vaut le coup de se pencher un petit peu sur le moteur de recherche. Alors ce moteur de recherche, il doit avoir plusieurs fonctionnalités. La première d'entre elles, c'est le thésaurus. Donc c'est en fait ce qui... Donc encore une fois, ça vaut le coup de se pencher un petit peu sur le moteur de recherche. Alors ce moteur de recherche, il doit avoir plusieurs fonctionnalités. La première d'entre elles, c'est le thésaurus. Donc c'est en fait ce qui va... C'est le dictionnaire un petit peu du moteur de recherche qui va gérer en fait plusieurs difficultés. Par exemple, la gestion des synonymes. Donc on a un exemple ici avec sur le site 3 Suisse avec le terme bahut. La requête bahut évidemment amène aux produits qui sont référencés sous ce terme-là, mais peuvent également amener sur des produits référencés sous le terme buffet. Les deux mots étant des synonymes, les produits en fait référencés sous le terme buffet vont également intéresser le client. Donc c'est tout à fait judicieux d'avoir cette gestion des synonymes. Ça peut être le cas également pour short et Bermuda par exemple. Les termes buffet vont également intéresser le client. Donc c'est tout à fait judicieux d'avoir cette gestion des synonymes. Ça peut être le cas également pour short et Bermuda par exemple. Autre fonctionnalité qui est importante pour un moteur de recherche, c'est la tolérance orthographique. On a ici un exemple avec le site Zara, donc une recherche pantalon enfant qui est mal orthographiée. Pourtant, les produits qui sont proposés correspondent quand même à la recherche. Donc, c'est vraiment très important de prendre en compte ce paramètre et de pouvoir gérer les fautes d'orthographe qui peuvent être faites par les clients, tout simplement pour proposer le bon produit quand même derrière. Alors, ce qui peut être également judicieux de traiter, c'est la gestion du singulier pluriel ou du féminin masculin, par exemple. Et également, ce qui peut valoir le coup, alors après, ça dépend du secteur d'activité, judicieux de traiter, c'est la gestion du singulier pluriel ou du féminin masculin, par exemple. Et également, ce qui peut valoir le coup, alors après, ça dépend du secteur d'activité, mais par exemple, dans la grande distribution, il y a un cas qui est assez connu, c'est la recherche du terme Häagen-Dazs. Alors, je ne sais pas combien de clients... Alors, est-ce que c'est mieux? Oui, c'est bon. Bon, du coup, je reprends. Donc, je ne sais pas à quel moment ça a coupé. Je vais juste redire le dernier sujet que j'ai abordé. C'est dans la grande distrib, l'orthographe, il est intéressant c'est dans la grande distrib, l'orthographe du terme Häagen-Dazs. Alors, je ne sais pas combien de clients recherchent le terme Häagen-Dazs, mais par contre, il y en a certainement très peu qui savent l'écrire. Donc, du coup, c'est important de paramétrer ça en amont et d'y penser en amont, afin que même si c'est vraiment très mal orthographié par le client, les produits proposés derrière soient quand même réellement des classes. Un petit peu dans la même veine, c'est la compréhension du langage naturel. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui se rapproche un petit peu de ce que peut faire le moteur de recherche de Google. Par exemple, quand on tape enceinte pas chère ou canapé haut de gamme, Google est capable de proposer des produits en référence à ce qu'on vient de taper. Là, c'est tout à fait le même concept.
Alors, il faut savoir quand même que toutes les solutions ne proposent pas la compréhension du langage naturel. Il y en a quelques-unes quand même qui le font, mais c'est vraiment pas généralisé à toutes les solutions. Une autre fonctionnalité qui est importante, c'est la hiérarchisation des termes. Typiquement, quand un client ou une cliente, pour le coup, je pense, recherche une robe rouge, on peut lui proposer des robes bordeaux, des robes pourpres, etc. En revanche, quand elle recherche une robe bordeaux, elle veut vraiment du bordeaux, elle veut pas du rouge. Autre exemple, quand vous cherchez un t-shirt kaki, vous n'avez pas envie qu'on vous propose des t-shirts vert anis. Donc, voilà, c'est important de hiérarchiser les termes et que le moteur de recherche puisse gérer ça. Donc ça, c'est pareil, ça se paramètre. Donc la hiérarchisation des termes, c'est quand le client a en général une idée assez précise de ce qu'il recherche. Quand en revanche, la requête du moteur de recherche est assez vague, donc là on a un exemple avec meuble. Meuble, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. On peut très bien proposer au client d'affiner sa recherche. Donc là, on a des exemples, meuble TV, meuble à chaussures, etc. Pour qu'en fait, là, on a 2300 et quelques produits, pour que le client n'ait pas 20 pages de pages listes, tout simplement qu'il ait des pages réduites et qu'il soit plus en adéquation avec ce qu'il cherche. Autre chose qui peut être sympa dans un moteur de recherche, c'est la contextualisation. Ça, Zalando le fait pour la plupart des marques qui sont vendues sur le site. Par exemple, là, en ayant une recherche super dry, on se rend compte qu'on tombe sur une page liste, donc avec des produits, mais une page liste qui est marketée et qui est jolie à regarder. On a ici un bandeau super dry qui habille la page, et on a également sur le côté, en fait, des explications sur la marque, sur l'ADN de la marque, sur l'esprit de la marque. Donc ça peut être tout à fait judicieux, et en plus, ça permet de véhiculer un petit peu les codes de la marque qui sont parfois difficiles à véhiculer sur un site web. On n'a pas ce problème en magasin, par exemple. Là, ça permet de remettre un petit peu de contexte. Il y en a un autre qui fait ça très bien, c'est Decathlon, qui contextualise les résultats de recherche. Par exemple, ici, en tapant mort, donc qui est du matériel d'équitation, on se retrouve avec une page qui est marketée. Pareil pour le terme tennis, les produits, les raquettes et les tennis sont englobés sur des visuels de tennis, donc ça permet aux visiteurs de se projeter un peu plus et de contextualiser un peu plus les résultats. On passe à une autre fonctionnalité qui est vraiment très très importante, c'est l'autocomplétion. L'autocomplétion, en fait, c'est quand l'utilisateur commence à taper les premières lettres de sa recherche et que le site est capable de lui proposer, de lui faire des propositions. Donc, on a ici des propositions dans les catégories, donc qui vont renvoyer vers des pages listes. On a également des propositions dans les suggestions de produits. Donc là, ça va renvoyer directement sur des pages produits. Les top recherches et également des idées et conseils. Donc là, ce sont des contenus qui sont un peu plus rédactionnels ou des vidéos. Donc c'est toujours sympa, ça peut aider le client dans ses choix. Un petit chiffre aussi qui est assez marquant, c'est que les internautes qui utilisent l'autocomplétion transforment 6 fois plus que ceux qui naviguent dans les résultats de recherche. Et en fait, ça s'explique assez facilement dans le sens où l'autocomplétion, c'est maintenant une fonctionnalité qui est attendue et qui est quasiment naturelle pour les clients. Parce qu'en fait, Google le fait. Quand vous commencez à taper votre recherche sur Google, vous avez des propositions. Donc du coup, c'est facile pour le client et c'est attendu par le client. Une autre fonctionnalité du moteur de recherche, c'est la marchandisation des résultats. Il faut savoir qu'il y a environ 50% des internautes qui ne voient pas du tout les produits qui sont proposés en page 2. Donc ça montre bien qu'il faut vraiment soigner les produits qui sont montrés sur la première page. Ici, on a un exemple avec 3 Suisses qui a choisi de mettre en tête de liste un produit démarqué. Donc ça leur permet en plus de mettre un petit picto avec prix canon, donc ça attire l'œil, ça peut éventuellement intéresser le consommateur. On peut également imaginer, quand on est en début de saison, par exemple, pour le prêt-à-porter, de mettre des nouveautés.
ou alors de pousser les bestes de la catégorie qui plaisent normalement au plus de clients possible. Et enfin, pour terminer cette partie sur le moteur de recherche, on a la gestion de la page zéro résultat. Donc c'est une page qui est parfois un petit peu laissée à l'abandon, qui n'est pas traitée par certains sites. Et en fait, c'est un peu dommage parce que plutôt que d'afficher un message du type « Oups, nous n'avons pas de résultats correspondant à votre recherche », c'est toujours sympa de quand même montrer aux clients des produits similaires. Donc on a un exemple ici, donc c'est 3 Suisses Belgiques qui a remarqué que bon nombre de clients cherchaient des Birkenstock sur le site. Bon, le site n'en propose pas, mais du coup, ils ont paramétré en amont pour que ça renvoie quand même des produits qui sont plus ou moins similaires au Birkenstock. Donc ça convertit pas énormément, mais pour autant, si ça convertit 3, 4, 10 fois, c'est toujours ça de prix. Et au moins, on propose des produits aux clients. Donc cette partie sur le moteur de recherche est terminée. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous laisse me dire, sinon je passe au ranking. Bon, a priori, pas de questions. Donc le ranking. Alors en fait, quand on parle de ranking, on parle d'ordonnancement des produits, c'est-à-dire l'ordre dans lequel les produits vont apparaître sur la page. Donc on va avoir cette problématique sur toutes les zones où on propose des produits. Et en fait, on va pouvoir mettre des règles, donc soit en fonction des stratégies qui ont été actées. Par exemple, quand on est en période de déstockage, on va plutôt pousser des produits qui sont en promo. Ça peut être aussi des critères particuliers. Par exemple, est-ce qu'on veut pousser des nouveautés ou est-ce qu'on veut pousser les produits qui ont de très bons avis clients? Alors, il y a quelqu'un qui est arrivé en retard. Oui, la présentation sera tout à fait dispo après. Ne vous inquiétez pas. Sur cette slide, j'ai mis un point d'alerte sur la disponibilité parce que c'est vraiment une notion qui est très importante en e-commerce et surtout quand on parle d'ordonnancement des produits. Ça ne sert absolument à rien de mettre en tête de page des produits dont on sait très bien qu'il n'y a pas ou peu de dispo derrière. En fait, ça crée à la fois du mécontentement pour le client et en plus, ça ne génère aucun business puisque ça ne convertit pas. Donc, il faut vraiment faire attention à ce critère de disponibilité. Alors, l'ordre d'affichage, il peut différer selon la typologie de visiteur. Est-ce qu'on est face à un nouveau client ou est-ce qu'on est face à quelqu'un qui a déjà acheté 5 fois sur le site? Selon la saisonnalité, on l'a déjà évoqué, on ne vend pas la même chose en été et en hiver. Selon les événements, c'est pareil, on l'a déjà évoqué, les grosses périodes de vente comme les soldes, Noël, on ne vend pas la même chose aux soldes et à Noël, évidemment. Sur la typologie de produits, puisqu'on ne vend pas de la même manière des produits textiles ou des produits électroniques. Par exemple, sur les produits audio ou de son, on sait que la marque va être une valeur déterminante. Quelqu'un qui cherche des enceintes à certains prix va être vraiment très fortement intéressé par des marques qui sont reconnues dans le milieu. Donc voilà, selon le secteur dans lequel on évolue, on ne va pas vendre de la même façon. Et également selon la stratégie économique souhaitée. Donc le déstockage, on l'a déjà évoqué. On peut très bien aussi mettre en place une stratégie d'augmentation du panier moyen. Donc là, on va proposer des produits qui sont un peu plus chers. Alors sur le ranking des produits, donc il y a 4 grandes méthodes de ranking automatique qui sont le tri simple, le tri successif, le cocktail et les positions dédiées. Alors, je vais développer juste derrière. Donc, le tri simple, c'est la version un petit peu basique. C'est en fait quand il n'y a qu'un seul critère qui détermine l'ordre des produits. Donc, ça peut être par exemple le prix ascendant, descendant, voilà. Le tri successif, en fait, c'est la version un petit peu améliorée du tri simple. Ça va être l'ordonnancement des produits selon une succession de critères. Donc, par exemple, si on fait un premier tri par taux de promo, par exemple, on va certainement avoir des produits qui sont au même taux de promo, donc qui sont ex aequo. Et pour les départager,
on va par exemple mettre derrière un critère sur le taux de marge ou sur les avis clients par exemple. La troisième méthode, c'est le cocktail. Donc c'est ce qui, à mon sens, est le plus bénéfique pour un site. En fait, c'est un mélange un petit peu de ce qu'on a vu auparavant. C'est-à-dire que là, on va avoir des critères, mais qui seront pondérés, donc qui seront pris tous ensemble. Par exemple, je ne sais pas si je suis très claire. Par exemple, on peut très bien pondérer à 50% un produit sur son taux de promo et le pondérer les 50 autres pourcents sur le taux de marge. Ce qui fait qu'on va avoir des pages listes qui sont assez variées. On va avoir à la fois des top ventes, des bests. On va avoir également de la nouveauté. On peut également avoir des produits démarqués. Donc c'est assez intéressant. En fait, du coup, les produits proposés sont assez éclectiques et en plus, ça offre un petit peu une vision du panel. Donc évidemment, le panel est réduit, mais ça montre un petit peu toute la gamme de produits que le site peut proposer. Et enfin, il y a également les positions dédiées. Donc là, il y a un exemple avec Decathlon qui a choisi de mettre 3 positions dédiées sur sa page liste. Donc la première position, c'est le premier prix. Donc là, qui convient à des clients qui cherchent vraiment des produits basiques au meilleur tarif. La bonne affaire du moment. Là, ça va être un produit remisé, donc qui peut convenir à des clients qui sont plus appétents à la promo. Et la meilleure vente, donc le best de la catégorie. Alors, ce qu'il y a de bien également, le gros avantage des positions dédiées et du cocktail de ranking, c'est en fait que c'est totalement évolutif. Les règles qu'on paramètre derrière se mettent à jour tout seul et du coup, les produits se mettent à jour également. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, tout ce dont on vient de parler, donc tri simple, tri successif, ranking et cocktail, ce sont en fait des méthodes de tri automatique. Donc, on oppose souvent le merge automatique et le merge manuel pour visualiser un peu plus le problème. Il y a un exemple qui est très parlant sur Coca-Cola, c'est-à-dire que le statisticien va plutôt placer le Coca en tête de gondole parce que c'est vraiment un produit qui est le best de sa catégorie et qui est un incontournable, alors que le commerçant va le placer plutôt au fond du magasin afin que le client, quand il va chercher son Coca-Cola, il soit exposé à toute la largeur de la gamme et qu'il ait plus de chances de convertir sur d'autres produits. Donc en fait, il n'y a rien de prédéfini. Sur un merge automatique, il faut quand même pouvoir garder du bon sens et des règles métiers. En fait, les deux méthodes, le merge automatique et le merge manuel, sont assez complémentaires. Il faut pouvoir garder des règles métiers dans son merge automatique. Le merge entièrement manuel, lui, il va être davantage dédié à des sites qui ont une gamme peu large, tout simplement parce que ça prend énormément de temps à paramétrer et que ça se met pas à jour automatiquement. Donc à chaque fois qu'on a un nouveau produit qui rentre, il faut paramétrer le merge derrière. Donc on a 2 exemples ici. Le premier, c'est sur Archiduchesse qui trie en fait ses produits par couleur. Donc ça donne des pages listes qui sont vraiment très jolies à regarder. C'est vraiment très bien marketé. Et on a aussi donc le deuxième exemple, c'est le site The Couples qui fait des merges par look. Donc là, un exemple très parlant, c'est on a le pantalon, la chemise et la veste de costume qui vont ensemble et qui matchent ensemble. Donc c'est tout à fait pertinent de les mettre à côté et ça permet en plus de conserver un certain esprit du merch magasin et en fait les codes et l'esprit de la marque et de conserver également ce qu'a voulu exprimer le directeur artistique. Donc ça fait partie des règles métiers et c'est tout à fait intéressant de les mettre en valeur. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie avant que j'aborde la dernière partie sur la personnalisation? Non, j'ai pas l'impression. Bon, donc on va maintenant parler de la perso. Alors la personnalisation,
C'est tout simplement le fait d'adapter son site ou les produits qui sont proposés à chaque client, afin que le site devienne un petit peu unique pour chaque typologie de consommateur. Donc ça peut se faire sur plusieurs critères. Par exemple, sur la typologie de client, est-ce que c'est un client qui vient de rentrer sur le site, dont c'est la première visite, ou est-ce que c'est un client qui a déjà fait quelques achats? S'il a déjà fait quelques achats dans la marque, admettons The Couples, on peut du coup en déduire qu'il a une certaine appétence à cette marque et que ça peut être tout à fait intéressant de lui reproposer ces produits-là. Enfin, pas les produits qu'il a achetés, mais des produits de la marque. La personnalisation peut également se faire en fonction du parcours de navigation. Si le client consulte en particulier une catégorie de produits. En fonction de ses recherches, donc là c'est pareil, selon les requêtes qu'il a tapées dans le moteur de recherche, on peut très bien personnaliser le site en fonction de ça. En fonction également de sa provenance, est-ce qu'il vient d'un moteur de recherche type Google ou est-ce qu'il vient d'une newsletter ou d'un site partenaire? S'il vient par exemple d'un site qui s'appelle reduc.com, du coup on se doute qu'il a quand même une certaine appétence à la démarque. Donc, ça peut être intéressant de lui proposer des produits remisés. On peut imaginer une personnalisation également en fonction du device sur lequel se connecte le client. Est-ce qu'il est sur PC ou est-ce qu'il est sur smartphone, par exemple? En sachant que les clients qui naviguent sur un site sur mobile vont être plus sujets à des achats d'impulsion, donc des achats qui sont peut-être au prix un peu moins élevé que le panier moyen, mais on va plutôt du coup leur pousser ces produits-là. On peut très bien également imaginer une personnalisation en fonction du comportement du client. Si on voit que le client est plutôt en train de comparer deux produits, ça témoigne d'une intention d'achat qui est un peu plus ferme et affirmée, alors que s'il consulte simplement les pages listes et qu'il fait du lèche-vitrine. Donc voilà, il y a tout un tas de règles qui peuvent être mises en place et de stratégies qui peuvent être mises en place pour la personnalisation. Alors, il faut savoir que la personnalisation, ça favorise la fidélité, tout simplement parce qu'on propose des produits qui sont cohérents et pertinents aux clients. Ça fait baisser le taux de rebond pour les mêmes raisons. En fait, le client, il a des produits qui sont adaptés soit à son comportement, soit à ses goûts. Donc, il a moins de probabilité d'aller voir ailleurs. Et ça peut également augmenter le taux de clic et le nombre de pages visitées et par extension, le business qui est généré. Alors, quelques chiffres sur la perso. Ça peut générer jusqu'à 10% de revenus supplémentaires, 35% de taux de clic en plus et 3 à 5% des ventes en plus. Donc, c'est tout à fait... on se rend compte, en fait, rapidement quand on regarde les chiffres que c'est vraiment important de personnaliser. Et ça devient d'ailleurs de plus en plus une vraie tendance. Un petit chiffre aussi qui apparaît pas sur la slide, c'est à propos des emails personnalisés. Il faut savoir que les emails personnalisés convertissent jusqu'à 25% en plus que les emails classiques. Et également un chiffre qui est tout à fait significatif, c'est que 30% du CA d'Amazon provient de ces recommandations produits. Donc, par rapport à la personnalisation, ici on a un exemple de menu de navigation qui est personnalisé. Donc on est sur deux drives différents. L'un est dans le sud-ouest et l'autre est dans l'est de la France. Et en fait, on voit que ils sont pas construits de la même façon. Il y en a un, par exemple, qui propose des produits locaux, régionaux. Il y en a un autre qui propose de la promo. Ils sont pas construits de la même façon. Donc, on peut adapter également le site en fonction de la localisation ou de la typologie client. Ici, on a un exemple sur une page de résultats du moteur de recherche. Donc là, on a une vision classique de la page de résultats. On peut très bien imaginer que le client a visualisé ou a acheté des produits de la marque Helene Fischer juste avant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va personnaliser la page de résultats et qu'on va lui proposer des produits Helene Fischer en premier. Ici, même exemple sur une page liste. Donc là, il s'agit d'une page liste plutôt classique. Or, si on a détecté que le client avait une certaine appétence pour la marque Alexander McQueen,
Ce qu'on va faire, c'est leur proposer une page qui est adaptée à leur goût et aux marques qu'ils préfèrent. On peut également adapter la page de résultats de recherche en tenant compte du comportement des autres consommateurs. Donc, par exemple, si le client recherche une robe rouge, on peut également lui proposer les robes qu'ont visionné les autres clients recherchant une robe rouge. Ça peut être tout à fait pertinent. Et d'ailleurs, c'est une fonctionnalité qui est assez connue parce qu'elle est tout à fait… Ah, pardon, c'était pas ça dont je voulais parler. Voilà, c'est la slide dont je voulais parler. Elle est tout à fait connue sur Amazon. Amazon fait ça tout le temps. Dès que vous achetez un produit, vous l'avez sûrement déjà vu lors de vos achats ou de votre navigation. Systématiquement, ils proposent des produits qui sont associés aux produits que vous venez d'acheter ou de regarder, soit en se basant sur les autres goûts des utilisateurs, soit en se basant sur votre historique de navigation. Après, les règles peuvent différer et on peut les paramétrer selon la stratégie souhaitée. Mais c'est quelque chose qui est vraiment très courant sur Amazon. Et d'ailleurs, ils vont même plus loin, puisqu'en fait, quand le client se logue sur son compte, il a carrément une page qui est entièrement dédiée aux produits qu'il pourrait aimer et à ses goûts en fonction des produits qu'il a achetés, etc. Il y a vraiment une page qui propose uniquement les produits qui pourraient intéresser le client en question. Et en fait, Amazon est finalement un petit peu contraint de faire ça. C'est une très bonne chose de leur part parce qu'en fait, ils ont des largeurs de gamme qui sont tellement vastes que le client en fait peut rapidement se retrouver un petit peu noyé sous les produits, alors qu'en fait en lui proposant des produits qui sont personnalisés et qui sont adaptés à ses goûts, il y a quand même beaucoup plus de chances de taper dans le mille et de convertir le client, de transformer. Faut savoir également que la personnalisation, ça offre une expérience client un peu plus poussée et un peu plus agréable, puisque logiquement les produits sont plus cohérents et plus pertinents pour le client. Globalement, la perso, c'est vraiment une tendance de fond. On en entend beaucoup parler en ce moment. Il y a énormément de sites qui commencent vraiment à se pencher là-dessus. En fait, ça rejoint un petit peu tout ce dont on a parlé au cours de ce webinaire. Globalement, la pertinence des produits qui sont proposés, c'est vraiment le fil rouge quand on parle de merch. Et c'est vraiment une notion qui est très, très importante. Donc, vous pourrez aller un peu plus loin, je vous l'ai déjà dit en début de webinaire, mais vous pourrez aller un peu plus loin sur la perso avec le webinaire qui est proposé le 24 juin, qui est entièrement consacré à la personnalisation. Donc, ce webinaire touche à sa fin. Donc, si jamais vous avez des questions, si vous désirez avoir le support également, si vous avez des demandes, enfin, si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas à nous écrire à cette adresse, donc qui est webinar@web-transition.com. Le support sera disponible uniquement à cette adresse, donc n'hésitez pas à le demander, il n'y aura aucun souci pour vous l'envoyer. Merci, c'est gentil. Merci Agathe. Et bah, du coup, je vous dis merci. Merci de vous être connecté à ce webinaire et de m'avoir écouté sur ce webinaire. Est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse les poser si jamais vous avez des questions dans le chat. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bon, a priori, il n'y a pas de questions. Je vous remercie pour vos commentaires. Donc voilà, il y a Adeline qui vient de vous poster le lien de la chaîne Web Transition. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous aurez accès à la fois au webinaire qui a eu lieu il y a une semaine sur le search et au prochain webinaire sur la perso. Alors André, du coup, il y a Nicolas qui est en train de vous répondre.
Donc, je le laisse taper son petit message. Bon, si vous n'avez plus de questions, il y en a une peut-être qui vient. Oui, merci Adeline d'avoir posté le replay. Du coup, effectivement, vous pouvez regarder ce webinaire en replay si jamais vous avez loupé une partie. Il sera disponible pendant 7 jours, je crois, donc n'hésitez pas à le consulter. Bon, bah, du coup, je vais laisser le chat actif et je vais couper le micro. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end. Et si jamais, encore une fois, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, je vous remets juste l'adresse sous les yeux. Donc, c'est webinar@webtransition.com. Webinar@web-transition.com. Voilà, bonne journée à tout le monde.